La naissance d'une nation. Comment savoir à quel moment elle a lieu? À quelle date la France est-elle née? Cette question a animé les débats pendant bien longtemps et le fait encore. Le baptême de Clovis, les réformes de Philippe Auguste, la Révolution française. Et si c'était une bataille qui avait posé la première pierre à l'édifice? Une bataille entre les derniers survivants d'un empire en décomposition et les guerriers d'un peuple en plein ascendant. Nous sommes en 486. Mais pour comprendre comment nous en arrivons là, nous devons nous plonger dans le passé. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est en pleine crise. Les invasions barbares sont à peine repoussées et des changements drastiques lui permettent de survivre, avec notamment l'intégration des peuples germaniques et la division du territoire entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Alors que l'Empire d'Orient se maintient, l'Empire d'Occident, dont le pouvoir est de plus en plus accaparé par les chefs étrangers, finit par rompre, avec la déposition du dernier empereur en 476. Le morcellement entre alors dans sa phase cruciale, et Ostrogoths, Wisigoths, Francs, Vandales, Saxons et bien d'autres se partagent le gâteau. Tout est parti en fumée. Tout? Non. L'Empire d'Occident n'a pas complètement disparu. Un petit territoire subsiste, un îlot au milieu de l'océan des royaumes barbares. Le domaine de Soissons, au nord de la Gaule. Pourquoi? Parce que Syagrius a décidé de résister. Pas question de reconnaître l'autorité d'Odoacre, le type qui a pris le pouvoir en Italie. Syagrius est un brave Romain, qui a récupéré le domaine à la mort de son père en 464. Quel est son titre? C'est un peu difficile à dire. Maître des milices, comme son père, dux du domaine, titre militaire donné à la fin de l'Empire et qui donnera le mot duc au Moyen-Âge, ou même roi des Romains. Quoi qu'il en soit, Syagrius ne laisse personne toucher son domaine, qu'il défend corps et âme, même si personne ne lui a vraiment demandé. À ce moment, le pouvoir dans les villes est principalement détenu par les évêques. Peu leur importe la survie de l'Empire, mais ils le laissent faire. Syagrius prend mesure de la situation. À l'est, les Francs. Au sud-ouest, les Wisigoths. Et au sud-est, les Burgondes. Ah oui, et à l'extrémité, au nord-ouest, là-bas, quelques Bretons. Au nord, on a l'île de Grande-Bretagne, mais étonnamment, on ne se tapait pas encore dessus. Il allait même falloir attendre plusieurs siècles avant que ça commence à dégénérer. En attendant, un type nommé Aurelius Ambrosianus, sûrement inspiré par Syagrius, fait tout ce qu'il peut pour repousser les Saxons, un autre peuple germanique, je sais, il y en a beaucoup. Paré de son semblant de légitimité, de son assurance, et des 2-3 potes qui l'encouragent dans sa fantaisie, Syagrius envoie sa délégation en grande pompe à Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient, pour affermir son autorité. L'empereur Zénon reçoit la demande un peu perplexe et doit choisir entre Syagrius et Odoacre. Le match est serré. En tout cas, il est content qu'on lui demande son avis et finit par reconnaître le chef barbare, juste pour être sûr de ne pas se faire botter les fesses. Syagrius reçoit la réponse, pense que ce sont tous des corrompus, met le message en pièces et se retrousse les manches. Tant qu'il restera du souffle général, oui parce qu'il avait ce titre-là aussi, l'empereur d'Occident respirera et aucun barbare ne le détruira. En fait, pour bien comprendre, il faut savoir que les soi-disant barbares vivant en Gaule se sont relativement bien intégrés à l'Empire depuis plusieurs siècles. Les Francs ont notamment aidé à repousser les Huns et leur chef Attila à peine 30 ans plus tôt, et le roi actuel, Childéric, est considéré comme ayant été un général romain. On a effectivement retrouvé les insignes impériaux dans sa tombe. Bon, un petit rigolo de l'époque a très bien pu les déposer pour se la fendre, mais si on ne pouvait plus faire confiance au sarcophage, on serait bien mal avec l'histoire. Une différence cependant est à surligner, la religion. Avec leurs évêques, de nombreuses villes de Gaule sont catholiques, alors que les peuples germaniques sont soit païens, soit ariens. L'arianisme est une confession chrétienne
dont les différences subtiles avec le catholicisme ne sont pas forcément simples, et seront discutées dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, il faut savoir que l'Église romaine ne les reconnaît pas comme chrétiens, les traite d'hérétiques, et sont pour eux pires que les païens. Oui, pire. Revenons-en à Siagrius. Seul au monde après le rejet de Constantinople, il s'active sur tous les fronts. Il déplace sa capitale à Soissons, à la frontière avec les Francs, ce qui doit certainement ravir la population locale qui se retrouve au milieu de l'agitation. Puis il se rapproche de Euric, roi des Visigoths, le mec le plus puissant en Gaule, et d'Aurelius Ambrosianus. Il pense enfin pouvoir se reposer, mais tout cela ne portera pas vraiment ses fruits, puisque son alliance avec le Breton ne servira pas à grand-chose, et le roi des Visigoths meurt rapidement. Son fils, Alaric II, n'a pas son étoffe. Mais c'est l'année 481 qui apportera les premières gouttes de la tempête. Childéric, roi des Francs, est mort. Son fils, Chlodovig, lui succède à seulement 15 ans. Siagrius fronce les sourcils. Il connaît la tradition franque. Avec la transmission de la couronne vient la transmission du Mund, le caractère sacré de la royauté, sans quoi le souverain n'a ni le devoir, ni le pouvoir de régner. Et pour que le Mund soit légitimisé, Chlodovig devra prouver sa valeur par les armes. Que fait le nouveau roi pendant les prochaines années ? C'est un mystère. Les écrits sont muets. Mais en 486, le guerrier se réveille. Chlodovig fait son apparition dans les livres de Grégoire de Tours, évêque qui relate les faits près d'un siècle après, et dont les écrits représentent la seule source sur la vie du roi franc. Un message est envoyé à Siagrius. C'est le moment. Chlodovig veut se battre à Soissons. « Ah ah, je vais lui couper la barbe à ce petit franc !» s'écrie alors le général. Ou quelque chose comme ça. En fait, Grégoire écrit juste « Celui-ci ne différa point et ne craignit pas de lui résister. » Toute son énergie accumulée au fil des années peut enfin exploser, et les armées se retrouvent au petit matin au bord de la rivière. D'un côté, le Romain, ou plutôt le Soissonnais, qui défend plus sa prairie que l'honneur de l'Empire, sauf pour les quelques fidèles prêts à mourir pour Rome. On a aussi quelques mercenaires venus pour défendre leur compte en banque. De l'autre côté, le Franc, guerrier fier, des fourmis dans les jambes après avoir passé l'hiver à attendre la saison des bastons avec une impatience difficilement contrôlable. On s'accorde à dire que les armées réunissent quelques 5000 soldats de chaque côté. Fini les batailles de l'Empire qui comptaient des dizaines de milliers d'hommes. Désormais, c'est plus personnel. Chacun a un rôle critique. Un faiblissement, et c'est toute l'armée qui s'effondre. Le signal est donné. Les Francs fondent comme des furies et les Romains attendent l'impact. Les boucliers sont levés, les lances sont abaissées. Le choc est terrible. Pas de tactique compliquée. Celui qui perce la ligne adverse sortira victorieux. Épée contre épée, hache contre bouclier et lance jetée au-dessus des rangs. La fureur dans les yeux, la frénésie dans le cœur. Chaque homme est impliqué. Les chefs en premier. Il faut tenir. Peu importe la pression, peu importe la fatigue. Plier, mais ne pas rompre. Le bruit est assourdissant. On voit le sang gicler et les bras voler. La vague ennemie commence bientôt à se propager dans chaque recoin. Plus de traces d'un allié en état de combattre. Puis, des rumeurs de retraite. C'est à ce moment que la panique se répand, comme une maladie qui a déjà infecté tout le corps et qui donne le coup de grâce. Grégoire écrira « L'armée est rompue ». Siagrius ne peut rien faire. Renverser la panique une fois qu'elle s'est complètement incrustée est presque impossible. Il doit ordonner la retraite. Les Francs sont maîtres du champ de bataille. Siagrius parvient à s'enfuir et rejoint la cour d'Alaric II, le roi des Visigoths. Ce bon ami l'accueille avec un sourire, puis l'arrête, l'enchaîne et le renvoie aux Francs. 1 an après la bataille, le dernier roi des Romains est exécuté en secret. Pourquoi peut-on considérer la bataille de Soissons
comme le début de l'histoire de France. Elle marque le début des conquêtes de Chlodovig, alors tout puissant sur le nord de la Gaule. Mais ces conquêtes ne font que commencer. Les conquêtes d'un homme qui changeront l'histoire de la Gaule. Un homme aujourd'hui considéré comme le premier roi de France. Un homme mieux connu aujourd'hui sous le nom de Clovis Ier. Pendant ce temps, on ne sait pas ni pourquoi ni comment, mais les Bretons sont toujours là, toujours maîtres de leur chère armorique. Si vous avez aimé cette vidéo et voulez continuer l'aventure avec nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes et tout apprendre sur l'histoire de France.